Du 5 au 23 mars 2022, le PDCI-RDA s'est déployé sur toute l'étendue du territoire dans le cadre de la tournée d'évaluation, d'information et d'écoute initiée par la direction du parti. Après la tournée, place au débriefing. Sur invitation du secrétaire exécutif en charge des sections, des délégations départementales et communales, Georges-Philippe Ezalé, les personnalités du parti, les principaux responsables des instances, les délégués et les chefs de mission se sont retrouvés ce jeudi 31 mars 2022 à l'auditorium du PDCI-RDA à Cocody pour échanger, partager les expériences vécues lors de la dite tournée. Le vice-président Georges-Philippe Ezalé a d'emblée fait 3 rappels jugés importants et essentiels pour la bonne compréhension des choses. Le premier rappel concerne l'article, on regarde toujours aux fondamentaux. On regarde toujours aux fondamentaux, les fondamentaux de notre Constitution. L'article 39 des statuts stipule quoi? Et c'est le chef, c'est le président du parti qui a été élu au Congrès. Et c'est lui qui inspire et conduit la politique du parti. Indépendamment de beaucoup de choses qu'il fait, mais c'est lui qui inspire et conduit la politique du parti. Et puis moi, je suis dans nos statuts. Et donc, c'est la vision qu'il donne. Ce sont les objectifs et les moyens qui vont accompagner cela, qui doivent probablement être nos préoccupations. Et donc, dans le cas d'espèce, la vision du président, c'est quoi? Et c'est le deuxième rappel que je voulais faire. C'est le message que vous avez passé pendant ces 4 semaines. Et ce message a dit quoi? Que la vision du président, il a une vision pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai. C'est donc de construire une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est le PDCI qui va aider à cela. Mais à l'intérieur, pour le PDCI, la vision du président, c'est quoi? C'est donc que le PDCI soit donc reprenne sa place de parti leader et catalyseur principal de la Constitution nationale harmonieuse de la nation. Donc, la vision du président, c'est donc que le PDCI soit le parti leader de notre pays. Et donc, c'est ça. Nous devons donc regarder. Évidemment, il y a des objectifs qui sont fixés, mais le plus important, c'est la vision. Le troisième rappel, et le dernier que je voulais faire, juste pour vraiment fixer les idées, concerne l'objectif général des tournées que nous avons eu à faire, mais également les résultats attendus de ces tournées. Alors, l'objectif général, c'était donc de permettre à la direction du parti de rencontrer sur le terrain les délégations communales, de faire un état des lieux de l'organisation, du fonctionnement du personnel politique des sections, et, in fine, de proposer des mesures collectives pour corriger tous les dysfonctionnements élevés. Ça, c'est l'objectif général. Le ministre de l'Intérieur du PDCI-RDA a expliqué le processus de désignation des personnalités et de la composition des équipes de mission. Ezalé Georges a salué l'engouement suscité par cette tournée. Sur les 250 personnes en gros qui avaient été pressenties pour faire des missions, on a à peu près 200 que nous avons donc obtenu, autour de 200, autour de 176 qui ont manifesté de manière volontaire leur disponibilité pour faire des missions. Là aussi, après, il y a eu beaucoup de choses. Donc, les amis, ça a été fait de manière, je dirais, scientifique. Donc, il y a eu 176, et après 176, il y a eu une vingtaine de personnes qui partent à la rapport, et qui ont estimé qu'ils pouvaient également faire cette mission. Ils sont venus se rajouter. Et donc, du coup, on s'est retrouvé donc, avec 200 personnes. Et à partir donc, de cette liste de personnes disponibles, qu'est-ce que nous avons fait? 3 choses. 1. Chaque week-end, on publiait la liste des personnalités qui avaient dit qu'ils étaient disponibles. Parce qu'en temps, les gens pouvaient ne pas être disponibles. Donc, pour que les gens sachent, j'ai dit qu'ils étaient disponibles. Donc, je vais aller à la mission ce week-end qui vient. Est-ce que c'est toujours. Donc, il y en a qui après ont corrigé. Non, bon, ça va être dit, moi je ne peux pas. Non. On a recueilli donc les avis. Ensuite, on a averti les délégations. Donc, en même temps, publier la liste des personnalités qui étaient rendues disponibles, on publiait également la liste des délégations à visiter. Pour que les délégués sachent c'est allait visiter quel week-end. Une fois que ça a été publié,
et leur affectation, sous le contrôle donc, du comité d'organisation pratique. Donc, on publie les listes des personnalités disponibles, les délégations peuvent visiter dans le BRAC. Et puis 2, maintenant, on établit les listes des équipes de 2, et on dit, toi tu vas aller dans telle délégation, tu vas aller dans telle délégation, et c'est ce qu'on publie. Il faut que vous sachiez que pendant ces 4 semaines, il y a eu 151 délégations qui ont reçu la visite des missions. Donc il y a eu des équipes de missions qui ont été donc dans 351 délégations sur les 357 délégations. Comme ça s'applaudit. Georges-Philippe Ezalé a salué l'engouement suscité par cette tournée et a remercié toutes les personnalités qui se sont impliquées et investies dans ces missions. Un vibrant hommage a été rendu au président du parti pour son soutien inestimable à la réalisation de ces missions du PDCI-RDA. Aux délégués, aux femmes et à la jeunesse dynamique du parti, le vice-président Georges-Philippe Ezalé a transmis les messages de soutien et d'encouragement du président du parti. L'ex-maire de Bassam a évoqué les perspectives de cette brillante tournée, notamment la rédaction d'un rapport général et complet qui prendra en compte tous les rapports de fin de mission. Il a donc invité les chefs de mission retardataires à déposer leurs rapports dans le plus bref délai. À l'endroit des délégués, le vice-président les a empressés de répercuter le contenu des missions à la base militante pour que celle-ci soit au même diapason de l'information. Les délégués ont été informés de la digitalisation des données au PDCI-RDA. Après la création de la plateforme des délégations, les innovations vont se poursuivre jusqu'à dans les sections en vue d'impacter tout le personnel politique de la délégation. Au cours de cette rencontre, M. Blessy Chrysostome, le secrétaire général du comité politique et juriste du PDCI-RDA, a présenté aux délégués les enjeux de l'établissement et la possession des pièces administratives. C'est la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018. Cette loi intervient en matière d'état civil. Elle institue une procédure spéciale pour la déclaration de naissance, pour le rétablissement de l'identité et pour la prescription des actes de naissance. C'est une loi essentielle. Elle a été promulguée en 2019 pour un temps d'une année jusqu'en 2019. Donc de 2018 à 2019, il y a une procédure spéciale pour les actes de naissance, pour les déclarations de naissance, pour le rétablissement de l'identité et pour la transcription. Je vais vous expliquer tous ces petits points. Ensuite, quand en 2019, l'année est passée, le gouvernement s'est rendu compte que l'objectif n'était pas atteint. On a reconduit cette loi jusqu'au 31 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, au dernier Conseil des ministres, cette même loi a été reconduite pour 3 ans. 3 ans. C'est une loi qui établit des procédures particulières pour déclarer la naissance, pour retrouver son identité et pour faire la prescription. Pourquoi, moi je me pose la question, est-ce que le gouvernement peut aussi facilement reconduire la loi pour 3 ans? Très certainement, nos amis, nos adversaires n'ont pas fini d'atteindre l'objectif qu'eux-mêmes se sont donnés. C'est de remplir, de donner des extraits de naissance à tout le monde pour que tout le monde soit sur la liste électorale. Comme nous ne pouvons pas infléchir leur volonté sur l'inscription de tout le monde sur la liste électorale, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont avec nous aient des extraits de naissance et les actes de l'état civil pour s'inscrire valablement sur les listes électorales. Alors, ce que le comité politique m'a demandé de présenter, c'est un langage, un pense-tête de cette procédure pour que vous puissiez bien comprendre cette procédure et l'appliquer, faire un programme dans vos délégations pour pouvoir l'appliquer. La loi intervient sur 3 hypothèses. 3 hypothèses importantes. La première hypothèse concerne les personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire et dont la naissance
n'a jamais été déclarée à l'état civil. D'abord, à l'expiration des délais, elle n'a pas eu d'extrait de naissance, et puis n'a jamais eu de jugement supplétif. J'explique. Quand un enfant naît en Côte d'Ivoire, vous avez 3 mois pour déclarer cet enfant à l'état civil, à la mairie ou à la sous-préfecture. Lorsque ces 3 mois se sont écoulés, que vous n'avez pas déclaré l'enfant, vous ne pouvez faire qu'un jugement au tribunal qui vient suppléer à l'absence de l'acte de naissance. C'est ce qu'on appelle le jugement supplétif. L'hypothèse qui est visée par la loi, c'est que l'enfant est né, il n'a jamais été déclaré. Deuxièmement, il n'a jamais d'extrait de naissance, il n'a jamais eu de jugement supplétif. Donc il y a des personnes qui sont là, qui n'ont aucun papier, aucun acte de naissance, aucun jugement supplétif. La loi vous permet d'établir ces jugements et ces actes de naissance. Comment? Premier point, la personne qui est concernée par cette hypothèse, si cette personne est mineure, dans ce cas, il fait une déclaration de naissance par son père ou par sa mère ou par tout autre parent. Cette déclaration, elle est faite auprès du sous-préfet, du maire, celui qui est titulaire de ce pouvoir d'état civil. Si la personne est majeure, dans ce cas, la personne elle-même fait la déclaration en présence de son père ou de sa mère ou tout autre parent. On va à l'état civil, on va voir le sous-préfet, on va voir le maire, les services compétents. Des imprimés sont disponibles pour faire la déclaration de naissance. J'ai 19 ans, je n'ai pas d'extrait de naissance, je n'ai pas de jugement supplétif. Je vais voir le maire, je vais à l'état civil, je vais à la sous-préfecture. Je veux un extrait de naissance. Je n'ai jamais été enregistré ni déclaré. Un imprimé vous est donné, on remplit l'imprimé. Dans les deux cas, il faut en plus 2 témoins majeurs. Votre père ou mère ou toute autre personne, et puis 2 témoins majeurs qui viennent attester de la sincérité de la déclaration que vous avez faite. C'est là, c'est les officiers de l'état civil, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les maires ou leurs suppléants, qui sont les autorités compétentes pour recevoir votre déclaration. Ces autorités peuvent se déplacer. Si vous avez fait une campagne de sensibilisation dans votre zone, et que, par exemple, dans telle localité, il y a 300 personnes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ces autorités-là peuvent se déplacer. Le sous-préfet se déplace avec un médecin. Le médecin est chargé d'attester de l'âge physiologique de celui qui demande l'acte de naissance. C'est-à-dire qu'il a 42 ans. Il n'a jamais été déclaré à l'état civil. Il n'a jamais eu de jugement supplétif. Il va à la mairie ou chez le sous-préfet. Il remplit le papier de la déclaration. Je veux un extrait de naissance. J'ai rempli le papier pour avoir un extrait de naissance. On traite le dossier, le sous-préfet ou bien le maire ou la personne qu'on a désignée pour faire ce travail peut se déplacer dans ce village, dans cette sous-préfecture, avec un médecin, et puis vous êtes là avec vos parents, plus les témoins pour attester. Dans certaines localités, le sous-préfet ou bien le préfet facilite cette procédure en demandant à l'autorité, le procureur ou autre, de permettre que le chef de village ou le chef de village avec un autre notable soient les 2 personnes qui viennent attester comme témoins pour tout le monde. Quelquefois, on facilite. Ça dépend de votre présence. Donc, à partir de ce moment, le médecin lui vient pour voir, tu as 42 ans, tu n'as aucun papier. Il ne peut même pas dire quel est son âge véritable. Donc le médecin, je ne dis pas qu'il vient compter les dents, mais il a des éléments qui lui permettent de dire, celui-là, il a 37 ans. Non, il a 65 ans. Voilà, c'est ce à quoi ça sert. Donc, une fois que cela est fait, que l'imprimé est rempli, que l'enquête a été faite, le sous-préfet ou bien le maire envoie le papier chez le procureur. Et c'est le procureur qui lit toute la liste et puis donne un papier qu'on appelle une réquisition pour donner autorisation au sous-préfet
ou bien au maire de vous délivrer un extrait de naissance. Si le sous-préfet fouille dans ses registres et qu'on voit que vous avez été antérieurement déclaré, on vous délivre une copie automatiquement. Si vous ne paraissez pas dans les registres du tout, alors on vous inscrit sur le registre de l'année. Vous avez donc un numéro, vous êtes dans le registre de l'année, désormais vous pouvez avoir un extrait de naissance. Je parle bien d'extrait d'acte de naissance, pas un jugement subjectif. Vous avez 42 ans après, 30 ans après, un extrait de naissance. C'est une hypothèse assez intéressante parce que beaucoup dans notre population n'ont pas de papier. Tous ceux qui nous suivent pendant les campagnes, tout ça, ils suivent, ils prennent les t-shirts et ils s'en vont, ils n'ont pas de papier. Donc, si vous voyez qu'eux-mêmes, ils ont prorogé ça pendant 3 ans encore, c'est qu'ils n'ont pas encore fini ce qu'ils doivent nous faire. Pour qu'on réduise cet effet, c'est de chercher chez nous là, ceux qui n'ont pas de papiers, utiliser ces procédures urgentes pour avoir des papiers et pouvoir être inscrits. C'est très important. Quelquefois, vous partez dans un village, c'est 6 villages réunis. Mais quand tu prends la liste électorale, il n'y a que 500 personnes qui votent. Parce qu'ils sont nombreux à ne pas avoir d'extrait de naissance. Chez moi, les vieux te disent, je ne voyage pas, je ne vais pas quelque part, personne ne me connaît. Qu'est-ce que je vais faire avec les papiers? C'est vous qui faites politique, qui voulez connaître des papiers. Mais il faut pouvoir leur expliquer que pour fixer une maternité dans cette localité, quand 2 villages sont en compétition, on choisit le village où la population est beaucoup plus importante. Or, si vous ne vous déclarez pas, votre population ne décolle jamais, vous pouvez être un grand village, mais l'autre est plus peuplé que vous, on va déposer la maternité là-bas. Il faut pouvoir trouver les arguments pour leur expliquer. Donc voici une procédure très simple. Il faut l'appliquer. Deuxième hypothèse, c'est le rétablissement. Le rétablissement de l'identité. C'est quoi? Beaucoup parmi nous ont eu des difficultés au CM2. Ou alors à l'entrée pour entrer à l'université. Parce que l'âge avançait et qu'ils risquaient de dépasser l'âge limite pour entrer en 6e, ils ont dû emprunter l'extrait de naissance du petit frère ou du cousin. Donc en réalité, on est ensemble à Abidjan, ils ont une identité. Quand ils arrivent au village, on les appelle comment? La loi, cette procédure nous permet d'être rétablis dans notre identité propre. Il y a une procédure très simple. Toutes ces personnes-là remplissent un document. Ils remplissent le document. C'est une requête qu'on adresse au procureur. Une fois que c'est fait, la requête est introduite chez le président du tribunal. Le président du tribunal traite la requête. Et puis, vous joignez les pièces qui établissent le faux. Oui, le faux. Parce que tu as pris l'identité de quelqu'un d'autre. C'est un faux. Et un usage de faux. Donc, c'est ces papiers-là que vous donnez au juge. Je voudrais vous rassurer. La loi dit que pendant ces 3 ans, on ne peut pas vous poursuivre pour ce que vous êtes en train de déclarer. Quand vous venez dire c'est mon père qui a pris l'extrait de naissance de mon cousin, en réalité, mon nom, c'est Dakwasi. Mais sur les papiers, je suis entièrement Kofi. On ne va pas vous poursuivre pour ça. Pendant les 3 ans, ces infractions-là, au niveau pénal, sont amnistiées. Donc, on ne peut pas vous poursuivre. Une fois que vous avez fait ça, le procureur rend une ordonnance, prend une décision. Et dans cette décision, donne instruction à l'état civil pour pouvoir faire votre document. Maintenant, on vous interdit de prendre l'autre identité. La conséquence, vos diplômes, vous les gardez sur l'identité, vous les avez acquis. Vous ne les perdez pas. Si vous êtes engagé dans des contrats avec l'autre identité, vous êtes vous-même contraint par le contrat. Cela veut dire que le changement n'a pas d'effet sur vos diplômes. Vous conservez vos diplômes, vous ne les perdez pas. Voilà. Et puis enfin, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la transcription des actes de naissance.
dans certaines zones, dont la mienne, à cause de la guerre, ou bien certains troubles, les registres ont disparu. Les registres ont été détruits. Ou alors, la façon de conserver les registres fait qu'on ne peut même plus les lire, pas du tout. Donc, vous n'avez aucun élément pour faire un extrait de naissance, une copie de l'extrait de naissance. Dans les zones comme le centre, à Béomi par exemple, quand un vieux veut faire un extrait de naissance, on ne trouve pas le registre, la recherche infructueuse, il faut que ce vieux de Béomi aille à Boaké et l'extrait de naissance, la copie de l'extrait de naissance lui revient à plus de 20 000 francs, ce qui n'est pas normal. Il y a une procédure, il y a une solution. Quand vous êtes dans cette situation, vous saisissez le président du tribunal du lieu d'établissement. Et puis, vous communiquez par requête tous les éléments que vous avez de votre vie civile. Il y a peut-être un certificat de nationalité sur lequel votre identité est. Il y a un papier administratif qu'on a mis votre nom, votre date de naissance, et c'est des papiers qui font foi. Sur cette base, le juge en tient compte. Il prend le papier, il est d'accord avec ça. Il demande au procureur de faire ses observations sur ce qu'il va prendre comme décision. Le procureur fait des observations et puis le juge prend une ordonnance pour dire, monsieur de l'état civil, transcrivez dans le registre de l'année en cours la naissance de ce monsieur. De telle sorte que désormais, vous avez la possibilité d'avoir des photos, des copies d'actes de naissance facilement. Il y a donc 3 hypothèses dans cette loi qui durent de 2020 jusqu'à 3 ans là-bas, 2022 jusqu'à 3 ans jusqu'à 2025. Donc ça prend nos échéances de 2023, ça prend en compte nos échéances de 2025. C'est les délégués. Si vous faites ça de façon politique, ça va créer problème. Mais on peut trouver une manière pour que ça s'élargisse vraiment. Lorsque vous n'avez pas d'extrait de naissance du tout, vous n'avez même pas de jugement supplétif, la procédure est là pour que vous puissiez avoir très rapidement un extrait de naissance, que vous soyez inscrit sur le registre. Deuxièmement, lorsque vous ne portez pas votre identité réelle, que vous voulez être rétabli dans votre identité réelle, la procédure est là, que vous pouvez utiliser pour pouvoir bénéficier, porter votre vraie identité. Mais les diplômes que vous avez eus et tout engagement contractuel que vous ferez, ça vaut toujours pour vous, même si le juge a ordonné que vous ayez votre identité première. Troisièmement, le registre chez vous a disparu. Ça a été mal entretenu, c'est détérioré. Vous n'avez qu'une petite photocopie de votre extrait de naissance. Vous ne réussissez pas à avoir une copie normale parce que la photocopie ne vaut pas à l'état civil. Mais vous avez un papier, un autre papier, qui dit la transcription avec ces éléments. Le juge décide de vous transcrire sur un registre. Voici 3 éléments. 3 éléments importants. On veut le pouvoir d'État, la conquête du pouvoir d'État en 2025. Votre électorat ne suffit pas à faire gagner le PDCI-RDA. Vous devez conquérir encore d'autres militants. Les militants sont acquis à notre cause de façon naturelle, mais ceux-là n'ont pas de papier. Il vous revient à vous d'utiliser ces procédures simples, en dehors de toute audience foraine, pour faire inscrire, faire en sorte que nos militants, nos sympathisants aient des papiers pour qu'ils se transforment en électeurs du PDCI-RDA. Le vice-président Ezalé a terminé sur des suggestions aux délégués pour une meilleure implication des membres de leur bureau. Il faut qu'on renforce la présence du parti auprès des couches sociales dans toute leur diversité. Alors ce que je vous propose en tant que délégué, c'est que dans vos bureaux, l'article 17 dit, voilà les bureaux, les sections. Chaque section est divisée par un bureau de membres, n'est-ce pas? Et puis chacun a un rôle après on dit 9 autres membres. Et les 9 autres membres là, ils ne sont pas affectés à quelque chose de précis. N'est-ce pas? Au niveau également du bureau de la délégation, c'est la même chose. Et ça c'est l'article 26 qui dit le bureau de la délégation, c'est un bureau de 20 membres. Alors, lui il fait ceci, lui il fait cela. Et puis après on dit il y a 8 autres membres. Et ils n'ont pas d'affectation précise. Alors, moi, ce que je vous suggère,
je vous recommande, c'est que pour justement aller dans le sens que le président dira d'être plus proche justement de toutes les classes sociales, je voudrais recommander aux délégués d'examiner la possibilité d'identifier des points focaux dans vos bureaux respectifs. Et les bureaux de section, parmi les membres n'ayant pas de fonction précise, il faut voir comment vous pouvez mettre des personnes, ces personnes-là, comme chargées du suivi des questions des cadres. Parce qu'il y a des cadres dans vos délégations, dans vos sections, on a un secrétaire exécutif chargé des cadres. C'est décrit. Donc, on peut créer donc, un réseau. De la même manière, le noir est chargé des questions de sécurité, c'est l'idole. Or, dans les membres des bureaux là, il n'y a personne. Il faut qu'on puisse regarder comment également on peut identifier quelqu'un qui va donc jouer ce rôle-là, pour que dans les bureaux là, on ait également donc quelqu'un chargé des questions de sécurité, c'est l'idole. De la même manière, il y a pour Valérie, elle est chargée des communautés, mais les communautés c'est important dans nos sections, dans nos délégations. Donc peut-être qu'il faut également donc, avoir quelqu'un qui est chargé de suivre les questions de communauté. Pour ça, il y a une mise en relation avec le secrétaire exécutif ici, chargé de communauté. Même chose pour les mouvements associatifs. Monsieur l'ECI, le SE de l'ECI, Mathias, le SE chargé des mouvements associatifs. Il y a des mouvements dans nos sections. Il faut également voir dans les membres qui n'ont pas d'affectation là, comment on peut affecter quelqu'un pour être donc chargé des questions des mouvements associatifs. Bon, il y a des enseignants, mais ça c'est surtout peut-être au niveau donc, des délégations, pas forcément au niveau des sections. On a un SE chargé des questions d'enseignants. Bon, dans les enseignants de la délégation, on peut voir quelqu'un, un enseignant peut-être effectivement qui soit dans la délégation, qui soit effectivement donc, chargé donc, des questions. Donc, je vous recommande cela. De manière, je vais dire, travailler là-dessus pour voir comment vous pouvez responsabiliser les gens qui vont suivre ces questions-là au niveau sociologique, pour que le président